Coucou YouTube. Bon, du coup, il l'a écrit avant. Bonjour YouTube. Cette fois, c'est Théorie qui a lancé l'introduction, ce n'est même pas moi. J'espère que vous allez bien. On s'est déjà dit bonjour comme d'habitude de notre côté, un petit rituel. Ici, on discute un peu avant de se lancer, histoire de laisser les gens venir. J'espère que vous allez bien en tout cas. On se retrouve pour un nouvel épisode de la Védothèque. Vous êtes ici dans le 3e épisode de la Védothèque. Pour rappel, la Védothèque, si vous venez d'arriver, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une présentation de ma bibliothèque qui est planquée juste là. Donc, bibliothèque essentiellement constituée de mangas. On pourra aussi parler de temps en temps de la vidéothèque. J'ai pu regarder autant en série et en film. Toujours orienté sur la culture asiatique, parce que souvent des œuvres un peu méconnues, délaissées par le public, et qui pourtant sont de très très bonne qualité. Donc j'ai envie de les mettre en avant. Et donc voilà, ça a créé la Védothèque, une envie de partager une expérience sur le manga, sur l'animé, pas sur le hentai, même si ça en fait partie, mais j'en ai pas, je suis désolé Oliel. Voilà, j'ai pas des connaissances exhaustives sur le sujet, je le sais bien. En l'occurrence, j'ai pas de hentai, navré. Mais ça reste des sujets qui me passionnent, que ce soit les mangas ou les animés. J'ai eu la chance d'avoir une expérience dans une librairie spécialisée dans le Japan Shop, justement, à Strasbourg, qui s'appelle Le Camphrier. Il y a également une boutique en ligne pour les intéressés. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les VOD de la Védothèque sur YouTube dans la même playlist, ou alors cliquez simplement sur la chaîne et vous verrez toutes les vidéos. Vous avez une première partie, la Védothèque, qui est la présentation du manga, et vous avez l'Aftertech qui est un instant de discussion avec le chat. Non, c'était Shake et Midna, elle est planquée là en bas, mais c'était d'autres chats. C'était Shake. Ils se sont tous affolés, il y avait un chat, je suis désolé. Là ils sont dans l'arbre à chat, ils sont planqués. Bien. En tout cas, sachez que vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur YouTube à n'importe quel moment, dès que vous le désirez, gratuitement, sans souci, tous les mercredis et les samedis pour l'Aftertech. Et sans plus attendre, nous allons conclure cette introduction et cette présentation de la Védothèque, comme à chaque fois, pour laisser place à notre sujet du jour, aka Les Enfants de la Baleine. Très beau manga. À quand une cam dédiée à Midna ? Elle arrêtera de bouger toutes les 3 secondes, c'est-à-dire jamais. Malheureusement, je n'ai pas d'endroit très bien pour mettre mes chats. Je suis désolé. Désolé YouTube. Je suis désolé Twitch. Je peux pas mettre une cam dédiée à Midna, elle bouge trop. Bien. Vous me faites déjà diverger de mon sujet principal. Pas bien ça. On va parler des Enfants de la Baleine. Vous voyez déjà ici une très belle représentation du manga et de l'animé, parce qu'il est adapté à un animé. C'est une série de niche quand même. C'est pas une série qui a fait un tabac mondial, mais quand même, elle a très très bien fonctionné. Dans la boutique où j'étais, c'est justement eux qui m'ont fait découvrir cette série, parce qu'ils trouvaient que la série était très belle et l'histoire très prenante, donc c'est à eux que je dois cette découverte en manga. Donc ils m'ont dit faut que tu le lises, ça va vraiment te plaire, c'est vraiment un très bon manga. Donc je l'ai lu, c'était un très bon manga et je les ai achetés. En plus des personnages qui ont des traits assez humains, c'est pour ça notamment que je pensais que ça allait plaire à Anaël pour le chara design. Vous avez aussi un environnement qui est assez naturel, on est dans la fiction, mais on est sur une fiction assez propre, assez proche de notre réalité à nous. Alors en français ça s'appelle Les Enfants de la Baleine, mais en japonais, c'est un truc qu'on n'avait pas fait les autres fois, ça s'appelle Les Enfants de la Baleine chantant sur le sable. Voilà, nous on s'est fait couper le chantant sur le sable, pour des raisons que j'ignore.
peut-être parce que c'était trop loin pour la mise en page. Mais vous comprendrez très vite d'où vient le sable. C'est un manga qui a débuté en 2013 au Japon et il a fallu 3 ans pour que ça vienne chez nous. Ça a débuté en 2016. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes en 2021. Il y a 15 tomes qui ont été publiés en version française, un 16e qui est en cours. Il y en a un peu plus au Japon d'ailleurs, on a assez bien rattrapé leur rythme. Et c'est Glénat qui a décidé d'éditer ce manga. C'est très cool, c'est un très bon choix de leur part. Alors une autre chose marrante sur ce manga, il faut savoir que ils sont toujours catégorisés shoujo, shonen, entre autres. T'as les 15 ? J'ai les 15. J'ai les 15. Bah, j'ai fini de les acheter la semaine, enfin au début du mois, avec mon argent de Noël et d'anniversaire. Et donc du coup au Japon, il est ciblé shoujo. C'est-à-dire que la cible principale qui a été définie pour ce manga, c'était femmes adolescentes et femmes adultes. Et en France, ils ont décidé de le passer sous seinen. Donc, plutôt jeune homme. Mais vraiment cible plus jeune. Non seulement ils ont décidé de cibler les hommes, mais en plus sur une cible plus jeune. C'était assez... c'est rare de voir un revirement comme ça d'un pays à l'autre, mais ils ont décidé de passer totalement d'un style à l'autre. Mais dans tous les cas, que ce soit l'un ou l'autre, il n'est pas réservé... Enfin, c'est la cible première, mais je trouve qu'il convient tout aussi bien à une cible masculine qu'à une cible féminine. C'est vrai qu'on commence avec une légère petite histoire, mais bon. Une légère petite histoire, genre on a notre garçon, on a une fille, elle est amoureuse. Ouais. 2021, plus de genre. Ou peut-être genre juste on les re-cible par baston, mais ça c'est un autre style, mais ça n'arrivera jamais au Japon. Ça n'arrivera jamais. Plus, ah. Je vous présente La Baleine de Glaise. Et je vais vous lire le synopsis de ce magnifique manga. Dans un monde où tout n'est plus que sable, un gigantesque vaisseau vogue à la surface d'un océan de dunes. Il abrite des hommes et des femmes capables pour beaucoup de manipuler le saimya, un pouvoir surnaturel qu'ils tirent de leurs émotions. Ce don les condamne cependant à mourir très jeunes. Au bord de la Baleine de Glaise, ils vivent leur courte vie coupée du reste du monde, jusqu'au jour où, sur un vaisseau à la dérive, le jeune Chakuro fait une étrange rencontre. C'est notre synopsis. Et le tome numéro 1, bien évidemment, sous votre nez ébahi. C'est trop beau purée. C'est vraiment très beau. Hein. Quand je vous le disais, voilà, c'est un style assez simple et propre. Beaucoup l'ont comparé aux univers de Miyazaki, faut le savoir. Et ça, c'est le vaisseau sur lequel habitent tous nos personnages, donc de la baleine, donc les enfants de la baleine. Donc, comme je vous en ai parlé dans le synopsis, nous avons une population de marqués qui représente la majorité, comme c'est dit, très précisément 90% de la population. Ils sont dotés d'un pouvoir magique, comme vous voyez la représentation juste là, qui s'appelle le saimya. Et ce pouvoir magique leur permet d'agir un peu en télékinésie, donc de faire léviter des objets et de manier des objets, ou par exemple de couper d'autres objets. Voilà, donc ça les aide beaucoup, mais ce pouvoir magique les condamne à ne vivre que 20 à 30 ans au lieu d'avoir une vie normale. Et c'est un pouvoir également qui passe par leurs émotions, c'est-à-dire que la maîtrise de ce pouvoir passe dans la maîtrise de leurs émotions. À côté de ça, il y a des humains, comme vous et moi, qui eux vivent une vie, on va dire, normale, c'est-à-dire ils vivent vieux. Salut Midna. Regardez, il y a Midna qui est venue. Et dû à leur longévité de vie, eh bien, ils détiennent l'histoire de la baleine de Glaise et aussi le commandement. On les juge plus sages dû à leur durée de vie plus élevée. Voilà. Je vous montre Midna parce que comme ça je pré-shot. Il dit coucou.
Non, ils sont de l'autre côté. Ils sont de l'autre côté. Oui. Il y a des déclarations d'amour, on fait quoi? Oui. Je redescends, juste là, ça marche? Tac, tu libères mon câble? Voilà, comme ça tu peux poser tes faces. Nickel. Donc vous voyez, on vit dans une société, pour en revenir à nos humains et à nos marqués, on vit sur une société déjà où il y a deux types de personnes, mais ça n'empêche que c'est une société très pacifique, comme ils vivent sur une petite île, donc il y a beaucoup d'entraide dans leurs actions, et ils possèdent même une milice au cas où pour se défendre. Bien qu'ils ne connaissent aucune autre civilisation, parce que tous les vaisseaux qu'ils croisent sont des vaisseaux abandonnés, des vaisseaux à la dérive, il n'y a rien dessus, aucun signe de vie. Ils savent qu'il y en a, mais ils ne les ont jamais trouvés. Et donc, comme vous l'avez vu dans la diapositive précédente, ils vivent sur une mer de sable. Et voilà, ils vivent selon la... c'est pas vraiment chavire, c'est vraiment une baleine de... Enfin, c'est vraiment un navire, on peut le considérer comme un navire en tout cas, la baleine de glaise, mais ils vivent à la dérive comme ça, voilà, sur la mer de glaise, de sable, bah ça va venir, sans en avoir le contrôle. C'est un manga assez délicat à vous présenter parce que on avance très vite dans l'histoire et dans les tomes. Donc c'est-à-dire que plus je vais vous en dire, plus on va avancer dans les tomes, ce qui serait dommage. Mais je vais quand même essayer de vous de présenter à peu près la chose sans aller trop loin. Donc on va vous présenter un des personnages principaux. Il est sans lettres en fait. Vous avez sur la gauche, donc là-bas tout au bout vraiment, vous avez Shakuro. C'est un jeune, il est jeune, hein, il a une dizaine d'années et il maîtrise le Saimia. Il a été nommé scribe de l'île, il a pour volonté de connaître l'histoire de l'île et surtout que les générations futures connaissent l'histoire de l'île également, parce qu'il trouve dommage que les anciens n'aient pas laissé de notes par rapport au passé afin qu'ils puissent en savoir plus. Et il a été nommé scribe de l'île parce qu'il est atteint d'hypergraphie, c'est-à-dire qu'il a un besoin compulsif et qu'il ne peut pas réprimer d'écrire tout ce qu'il a vécu. Il se laisse beaucoup submerger par ses émotions et du coup ça rend très difficile pour lui la maîtrise de son pouvoir, donc du Saimia, avec lequel il est qualifié actuellement de destructeur parce que c'est un réel danger pour tout le monde quand il commence à s'en servir. À côté vous avez une amie qui s'appelle Sami. Une amie qui s'appelle Sami, c'est pour ça que je me suis embrouillé. Elle s'appelle Sami, donc le petit côté shoujo à la base. Elle ne l'exprime pas, mais elle a des petits sentiments pour Shakuro, ça se voit, ça se sent, et très attention à lui, tout ça. Donc ça, ce sont deux de nos personnages principaux. En troisième personnage principal, excusez-moi. En troisième personnage, on va rencontrer Oni. Lui, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. On est sur une île très pacifique où il y a de l'entraide. Et lui, son seul rêve, c'est de se casser. Il veut quitter l'île, il veut quitter la baleine de glaise. Il a une maîtrise de son Saimia qui est très puissante. Et comme il veut partir de l'île, comme il n'aime pas beaucoup l'île, bah, il passe un peu pour un fauteur de troubles. Il a un petit groupe d'amis comme ça. Et donc il se retrouve souvent, on va dire, au cachot. Toi tu vas faire des bêtises, il y a mon câble. Reviens. Si tu veux partir, tu pars mais sans le câble. J'ai failli perdre mon casque, hein, sachez-le. Et donc il maîtrise, il a une maîtrise du Saimia qui est très puissante, ce qui fait qu'il est un peu craint sur l'île, plus le fait qu'il fait un peu des conneries parce qu'il en fait qu'à sa tête. Et une de ses envies majeures qui fait qu'il déteste l'île, c'est qu'il ne connaît pas ses parents. Tout le monde a une vie très, très tranquille, connaît ses parents, vit avec ses proches, profite de ses moments. Et lui, depuis tout petit, il n'a jamais eu personne. Et ce qui fait qu'il déteste la baleine de glaise, très clairement.
On a d'autres personnages que je ne vais pas vous montrer, mais on a Shuan qui est chef de la milice, qui est un personnage assez énigmatique. S'il est chef de la milice, vous doutez bien que c'est parce qu'il est plutôt puissant. Mais pourtant, on ne sait jamais trop ce qu'il pense. Il a toujours le sourire aux lèvres, quelle que soit la situation, ce qui le rend plutôt malicieux. Et on a également Stuo, qui est le représentant des marqués sur l'île, c'est-à-dire que c'est lui qui est le porte-parole et qui donne un peu les directives, mais ces directives sont choisies par le conseil des non-marqués, comme je vous l'avais dit. Comme ils vivent plus vieux, ils ont le pouvoir de commandement et l'histoire entre leurs mains. Donc, ce sont eux qui essayent un peu de donner des directives par des consignes, et après les expriment à Suo, et pour leur permettre, pour dire aux marqués, voilà, quel est le développement de l'île, comment ça va marcher, etc. Donc ça, ce sont à peu près nos personnages. Sur la baleine de glaise, ils ont une population qui est de 500 habitants. Mais on va pas tous les rencontrer. On en a quelques-uns plus mis en avant que d'autres. Je vous les ai pas tous présentés. Il y en a pas mal d'autres de l'âge similaire à Sami et à Shakuro. Et on va avoir un peu plus loin également, hein, parce que si vous vous souvenez de la fin de mon synopsis, c'était jusqu'au jour où, sur un vaisseau à la dérive, le jeune Shakuro fait une étrange rencontre. C'est le début de la rencontre avec une civilisation extérieure. Et j'en ai déjà dit pas mal. Voilà. Parce que vraiment, il y a toute une étape de découverte. Et c'est un manga qui est porté sur l'émotion, parce que déjà on arrive sur des personnages où leur pouvoir repose sur leurs sentiments, et dont un qui ne les maîtrise pas. Et la première scène du manga vous met déjà très vite dans l'ambiance. Déjà, vous retrouvez immédiatement la baleine de glaise. Avec la lumière, c'est difficile. Vous retrouvez immédiatement la baleine de glaise. Donc vous voyez très bien le lieu. Et vous retrouvez directement avec un enterrement. Et donc vous vous retrouvez déjà dans un sentiment très fort, un us et coutume de la baleine de glaise, leur manière de réaliser un enterrement, et la réaction de chacun des personnages, dont Shakuro, qui maîtrise très mal ses émotions. Donc vous êtes directement plongé au cœur, vous avez envie de les suivre. C'est un peu un manga de contrôle, et vous avez une vraie quête d'histoire derrière qui soit isolée sur cette île, qui n'ait jamais rencontré d'autres personnes. Et en parlant de personnes qui n'ont jamais été rencontrées, il va falloir que je vous parle de l'auteur de ce manga. Auteur de nouveau avec un E. Le hasard est assez incroyable. Parce que vraiment, je parle des mangas que j'ai envie de parler, et à chaque fois, je tombe sur des auteurs. Mais malheureusement, on ne sait pas grand-chose sur elle. Elle s'appelle Abi Umeda. Elle fait visiblement très attention à sa visibilité sur Internet. Ce qui fait que les informations sont extrêmement filtrées. C'est elle qui choisit ce qui est sur sa vie ou pas. Donc je pourrais vous dire dans quelle préfecture du Japon elle est née, mais ça n'intéresse personne. Mais si jamais c'est Kyoto. Je pourrais pas vous dire quel âge elle a parce que j'en ai aucune idée. Je peux juste vous dire que sa carrière a débuté avec une carrière de dessinatrice, donc pas en mangaka du style rédaction et storyboard. Elle était juste dessinatrice. C'est seulement par la suite qu'elle est devenue auteure. Elle a plusieurs œuvres à son actif, dont une qui est très connue. C'est celle où elle a été que dessinatrice. C'est Full Set. C'est un manga sur le volleyball. Hein. Si jamais ça ne se voyait pas. Si jamais ça ne se voyait pas, c'était son premier manga, du coup, en tant que dessinatrice, qui avait fait un très beau carton, qui a été exporté à l'international, bien évidemment. Cette fois, l'exception, c'est le deuxième, qui s'appelle Gakugurashi Anthologie Comique, qui était un one-shot qui n'est sorti que au Japon. Vous ne le retrouverez pas ici. Et seulement ensuite, donc en 2013, nous avons pu retrouver Les Enfants de la Baleine qui sont arrivés dans les librairies, et donc en 2016 chez nous. Ce manga a été plusieurs fois récompensé, dont une fois également à la Japan Expo en France.
Mais c'est une personne, outre le fait qu'elle soit mystérieuse, elle a créé une histoire et elle a créé une histoire à côté de cette histoire. Laissez-moi vous expliquer. Dans tous les mangas, vraiment je pense on peut le dire, dans tous les mangas, vous avez, vous savez, votre petite pochette du début, votre petite couverture, et souvent, dans l'Europi, les mangaka aiment bien mettre un petit dessin ou un petit merci et parler de 2-3 choses en quelques phrases. Il y en a qui dessinent leur chat, il y en a qui se dessinent eux en chibi. Eh bien, Abi Umeda, elle a un peu sa sorte de loutre. La sorte de loutre, vous la retrouverez en lisant Les Enfants de la Baleine. Donc c'est ce petit personnage juste là, qui brille de mille feux grâce à la lumière. Et vous voyez qu'il y a quelques phrases en dessous. Ça ressemble à une loutre, mais c'en est pas vraiment une. Voilà, c'était pour essayer de faire simple. Et en fait, dans ces petites phrases, au fil des tomes, elle nous raconte une autre histoire. Et c'est l'histoire de la création de ce manga. Et c'est très drôle. En fait, elle a commencé à raconter qu'un jour, elle se baladait. Et elle avait vu un vendeur de journaux. Donc pas de journaux comme chez nous, où vous achetez votre DNA, vous achetez votre Paris Ouest, etc. Enfin, votre... voilà. Et donc elle dit qu'elle a trouvé un petit marchand comme ça, et que dedans il y avait des vieilles archives, des vieux journaux de bord, un petit journal intime comme ça ressemblait à un journal intime, et qui était très décousu. Et qu'en fait, elle l'a acheté, et qu'elle est retournée chez elle, et donc elle a commencé à consulter son journal qu'elle venait d'acheter, etc. Et que dedans, il y avait l'histoire des Enfants de la Baleine, et qu'elle était en fait en train de remettre toutes les archives dans l'ordre, et qu'un jour elle avait décidé, après avoir découvert l'histoire qui se ficelait, elle voulait retourner dans cette boutique, et elle dit qu'elle a jamais réussi à remettre la main dessus, qu'elle a jamais pu avoir plus d'informations que ce qu'elle avait, et que c'était un peu le destin, que ce jour-là elle devait tomber sur cette histoire, et qu'elle devait faire avec ce journal intime qu'elle avait récupéré. Et cette histoire, elle rend très bien, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, Shakuro, c'est un hypergraphe, c'est-à-dire il avait cette envie compulsive de tout écrire. Et très vite, vous vous rendez compte que en fait, les notes qu'il prend et qu'il laisse pour les Enfants de la Baleine, pour les générations futures, en fait, comme il est hypergraphe, et ben ça ressemble beaucoup à un journal intime, parce qu'il se laisse beaucoup déborder par ses émotions. Donc en fait le manga, c'est comme si en fait Abi Umeda était tombé par hasard un jour sur les archives de la Baleine de Glaise qu'avait écrit Shakuro à l'époque, et elle nous le raconte, donc elle l'a animé, et elle de son côté elle nous fait croire qu'elle a les notes et qu'elle remet tout dans l'ordre et qu'elle le ficelle et qu'elle nous raconte l'histoire au fur et à mesure. Et pour moi, je trouve ça juste incroyable. C'est genre, elle a créé une histoire et elle s'est dit c'est pas assez, je vais encore créer un lore de création. Et moi personnellement ça m'a beaucoup plu, j'y ai beaucoup accroché. Sachez même qu'il y a encore peu, j'y croyais dur comme fer, qu'elle avait vraiment trouvé un marchand comme ça, qu'elle avait trouvé ses archives et qu'elle écrivait avec ses archives. Il y a encore peu, j'y croyais vraiment dur comme fer. Du coup je me sens un peu honteux, j'ai vraiment été naïf, j'ai foncé droit dedans et j'y croyais vraiment, c'était vraiment c'était bien narré, forcément j'y croyais. Et voilà, ça rend tout le lore encore plus incroyable, parce que on prend un plaisir à le découvrir à chaque fois et à se dire qu'est-ce qu'elle a pu lire dans les archives, qu'est-ce qu'elle a pu remettre en ordre, et c'était fort plaisant. Donc pour une fois, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur l'auteur, Abi Umeda, autre qu'elle a un blog que vous pouvez retrouver très facilement. Faites un petit clic droit sur votre fenêtre de navigation, vous faites traduire en français, parce que forcément tout est écrit en japonais, mais souvent c'est des notes sur l'avancée de ses chapitres, dans ses séries, dans ses mangas. Et en parlant de séries, on va parler de l'animation auquel a eu droit Les Enfants de la Baleine. Je vais vous montrer ça très vite.
Alors, n'hésitez pas à me dire si le son va être trop fort ou pas, mais dans le doute, je vais le baisser directement. On va retourner ici. Alors, c'est une série en 12 épisodes pour l'instant. Il n'y a pas encore eu de saison 2, qui a débuté en 2017. Donc, elle est arrivée très vite chez nous par rapport à la sortie du manga. Mais alors, sachez que le style graphique est entièrement respecté. C'est assez incroyable. Donc, je vais vous montrer le trailer. La série est disponible sur Netflix, donc elle est trouvable facilement. Mais le trailer, lui, n'était que sur Netflix, donc j'ai dû aller sur Netflix pour vous montrer le trailer. C'est parti. この楽園で生きていく。それが私たちの約束だった。俺はバカだから大量の記録を書き殴ることしかできない。外に別の世界があるならこんなちっぽけな船なんか捨ててやれ。印の短命を直してあげたかった。私は何もできていない。大丈夫？ Vous voyez là, c'est déjà plus que ce que je vous ai dit sur le manga. あなたたちは本当に何も知らないのね。 Vraiment plus que ce que je vous ai dit. 我らは最高の楽園だ。無抵抗の獲物だらけなんだ。自警団の任務は泥クジラの平穏を守ること。俺は仲間しか信用しない。君はちょっと厄介かな。当選簿。あなたが知りたがっている外の世界はいつ終わるとも知れない戦いを続けている。もうやめてよ。私たちは何も知らなかった。 Et là. Voilà, ça c'était le trailer du manga, enfin de l'animé, qui, sachez-le, respecte beaucoup le style du manga, donc c'est aussi plaisant de regarder l'un que l'autre. Il y a même quelques avantages dans le manga, l'ambiance sonore qui peut être créée, et notamment une émotion musicale, parce qu'il y a quelques musiques dans le manga qui ont été composées par Abi Umeda elle-même. En tout cas, les paroles ont été composées par elle-même. Et ça donne une dynamique, ça donne une ambiance. Vraiment, ça intègre au manga. C'est très, très prenant. Et vous pouvez le retrouver entièrement en couleur. Ce n'est pas un plus négligeable parce qu'il est vraiment, vraiment très, très beau. Vous avez vu la plupart des personnages principaux dans le trailer. Vous avez vu Suo, vous avez Oni, vous avez vu Shuan, vous avez vu Sami, vous avez vu Shakuro, vous avez vu du coup Lycos, qui est la rencontre impromptue qui a été faite par Shakuro. Vous avez même vu un peu plus loin que ça, vous avez vu l'attaque de la baleine de glaise. Mais dans le manga, vous allez découvrir beaucoup plus que ça. Vraiment, 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 vraiment beaucoup plus que ça. Il y a pas mal d'avance. J'ai envie de regarder juste pour les images. Bah, tu m'étonnes. C'est décidé, je vais regarder tout ça. Bah, sachez en tout cas que si vous avez un abonnement Netflix, bah, c'est déjà une bonne manière de s'y plonger, de savoir si ça peut vous plaire et que vous pouvez y accrocher. Et ensuite, n'hésitez pas à prendre la suite en manga, quoi, parce que là, du coup, ça fait 3 ans, bientôt 4, qu'il n'y a pas eu de saison 2 sur l'animé. Est-ce que ça a été un succès insuffisant? Est-ce que ça prend beaucoup de temps à développer? Que le Covid est passé par là? C'est plein de possibilités. Mais en tout cas, si vous allez vouloir continuer l'histoire, il faudra rattraper par manga. Il y a également 2 OAV qui ont été sortis. Alors des OAV, ce sont des moyens ou longs métrages, mais qui sont destinés du coup à but promotionnel. Qui ont été écrits par Abi Umeda également et dessinés aussi par Abi Umeda, qui ont été publiés en 2018, mais ils ne sont sortis que dans l'édition DVD, qui du coup est restée au Japon à ma connaissance, qui n'est pas arrivée jusqu'à chez nous. Mais peut-être que sur internet, dans les méandres, il y a 2 OAV qui traînent. Cette fois, par rapport à la semaine dernière, je ne vais pas vous montrer la tranche du manga, car on est sur une tranche qui est extrêmement simple. Je vous la montre juste ici. Vous avez juste le titre des Enfants de la Baleine
Et en fait, vous avez une petite image qui se situe juste là. Et en fait, c'est juste la couverture en plus petite. Donc en fait, vous avez juste le numéro, l'aperçu de la couverture, et vous les avez tous à la suite. Mais globalement, ils sont toutes dans ces teintes. Ils ont une teinte assez bordeaux, un petit bordeaux foncé. Et donc en fait, ils sont assez unis dans la bibliothèque. Ils ont une belle présence parce que la calligraphie est extrêmement belle. Des enfants de la baleine, ça va être terrible à vous montrer. Et c'est la même qu'ici. C'est la même calligraphie. Elle est très belle. Donc elle se suffit à elle-même pour la tranche. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Vous avez également une illustration à chaque fois au verso qui est très très belle. Et dans ma bibliothèque sont à côté des vacances de Jésus et Bouddha parce que par ordre alphabétique qui se suivent. Voilà, et donc c'est deux belles séries que j'ai quand même l'une à côté de l'autre et qui me font extrêmement plaisir. C'est un manga sur lequel je suis navré que la partie auteur soit courte parce que Abi Umeda est quelqu'un de très réservé sur internet. Et je suis très déçu aussi de ne pas avoir pu que très peu développer l'histoire, bien que le trailer en ait dévoilé bien plus que ce que j'en ai dit. Mais c'est une histoire vraiment. Il y a tellement de choses entre toutes les images que vous avez vues que c'est pour ça que je les ai pas racontées. Les images que vous avez vues sont quand même assez espacées. Et il y a beaucoup d'éléments d'histoire au milieu. C'est très intéressant à découvrir, c'est très prenant. La plupart des personnages sont tous attachants à leur manière. Par exemple, on a Dylan qui a directement kiffé sur Oni, et pourtant le fauteur de troubles de l'île. Enfin, tous ont un peu leur personnalité. Ils ont des dessins personnels. Ils ont un regard très humanisant. Ils ont des regards très très profonds. C'est assez ouf, surtout dans le manga, parce que vous avez des plans fixes. L'animé, comme il y a beaucoup de mobilité avec, bah souvent votre attention peut se détourner, mais pourtant les deux sont très très bien réalisés. J'ai déjà regardé l'animé, hein, vous en doutez, il y a bien longtemps. Voilà. Et donc, on va se retrouver avec un épisode de Védothèque un chouïa plus court que les précédents, parce que j'avais un petit peu moins d'informations sur Abi Umeda, parce que on est sur une histoire qui a beaucoup de choses à cacher, donc je voulais pas tout vous dévoiler d'office. Donc n'hésitez pas à vous le procurer ou à commencer ne serait-ce que par l'animé, histoire de vous faire un avant-goût de ce qui peut vous plaire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous plaire dedans. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode de la Védothèque. C'est la fin du 3e épisode. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à vous servir de la section commentaires si vous êtes sur YouTube. Sur Twitch, nous allons en parler juste après. Et vous retrouverez l'Aftertech samedi. Je vous fais des gros bisous à tous. Merci d'avoir suivi. Au revoir.